Alors pour cette deuxième partie de la conférence, je voudrais d'une part réfléchir un peu plus précisément que je ne l'ai fait aux dimensions politiques de la prophétie et de la prophétie de la fin du monde et ses implications sur nos expériences contemporaines, mais en faisant un détour par l'origine, c'est-à-dire par l'apocalyptique chrétienne. Et puis ensuite, essayer de réfléchir quand même à ce que c'est que le monde que nous risquons de perdre ou que nous croyons risquer d'ailleurs de perdre. Alors la première chose qu'il faut remarquer, parce qu'elle inscrit d'emblée la catastrophe ultime, hein, c'est-à-dire la fin du monde dans un champ qui est à la frontière de la religion et de la politique, c'est que la fin du monde ne peut être annoncée que sous une forme particulière qui est celle de la prophétie. Cette annonce, cette attente, cette crainte, par définition, ne relève jamais de l'expérience, puisque l'expérience, on pourrait dire en un sens, que la fin du monde, c'est comme la mort telle que la définissait Épicure, c'est-à-dire que tant que je la crains, elle n'est pas là, et que quand elle est là, je ne la craindrai plus puisque je serai mort. Par conséquent, on sait bien que l'une des modalités de la sagesse épicurienne, c'est de dire, après tout, la mort n'est rien. Elle n'est rien, parce qu'au moment où elle est quelque chose, c'est moi qui ne suis plus rien, donc elle n'est rien pour moi, et tant que je ne l'ai pas vécue, elle, si je puis dire, elle n'existe pas. Alors évidemment, la fragilité de cette morale, c'est que bon, bien, la mort n'est peut-être rien, mais la peur de mourir, elle, est une réalité qui évidemment n'existe que tant que nous ne sommes pas morts. Et de ce point de vue-là, la fin du monde, je dis qu'elle n'existe que comme une prophétie, c'est qu'effectivement, elle est un événement qui n'aura pas de témoin, en un sens, en tout cas un témoin si c'est celui qui doit pouvoir témoigner de ce qui s'est déjà passé. Si fin du monde veut dire destruction de toute réalité, et en particulier évidemment de toute réalité humaine, elle est toujours une catégorie qui renvoie à un avenir qui sera l'avenir de personne, en quelque sorte. À ce titre, il y a un très beau petit texte de Kant qui s'appelle La fin de toute chose, qu'il a publié en 1798, La fin de toute chose, et qui montre justement la fin des temps. La fin de toute chose, c'est la fin des temps. La fin des temps, elle est hors du temps, hein, donc hors de l'expérience. Par conséquent, ce moment qui marquera l'abolition du temps lui-même est un moment que personne ne verra, ne comprendra, ne subira en quelque sorte. Et le but de ce texte sur la fin de toute chose de Kant, c'est justement de tenir à distance cette représentation qu'il juge superstitieuse du destin de l'univers. La fin du monde excède tous les pouvoirs de la représentation. Nous ne pouvons pas nous représenter ce qui, par définition, ne sera vécu ou vu ou perçu par personne. D'où d'ailleurs un élément de fascination par rapport à cette irreprésentable. Si la fin du monde fait l'objet de tant de films, de livres, d'ouvrages et de fantasmes, c'est que l'acteur, le réalisateur, pardon, l'auteur, l'écrivain, c'est celui qui a cette forme qui écrit un livre, qui fait un film sur la fin du monde, c'est celui qui a cette position quasiment divine d'être, ce privilège, d'être le témoin de la fin du monde, donc de pouvoir voir ce que personne ne verra, et de pouvoir mettre en image ce que personne ne verra vraiment. C'est pourquoi d'ailleurs, et je conclurai là-dessus en parlant de ce film apocalyptique qui continue à m'inspirer, ce qui compte dans un film apocalyptique, c'est non pas la dernière image, c'est l'avant-dernière, c'est-à-dire celle sur laquelle on se quitte, en quelque sorte, et celle sur laquelle, et qui nous en apprend beaucoup sur ce qu'est un monde. Mais pour en revenir à cette idée que la fin du monde est d'abord sur la modalité de l'annonce, de la prophétie, de l'avenir, le fait que nous ne la voyons pas ou que nous ne la vivrons pas ne veut pas dire qu'elle ne produit pas d'effet. Une prophétie, c'est un type de discours performatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'annonce, comme certains, une issue qui, même si elle sera fatale, et bien néanmoins est absolument inévitable, eh bien je prends le pouvoir. On voit bien, on le sait, on le vérifie tous les jours, que ceux qui portent un discours sur l'avenir, là, de la pandémie en l'occurrence, sans même aller jusqu'à la fin du monde, ont le pouvoir, ceux qui savent. Mais ceux qui savent, les médecins, qui ne s'entendent pas entre eux d'ailleurs, mais enfin cela dit, ceux qui prétendent savoir, que prétendent-ils savoir? Ils prétendent savoir quelle sera l'issue.
plus ou moins graves, plus ou moins échelonnés, plus ou moins liés à des pratiques thérapeutiques ou à l'absence d'ailleurs de thérapeutique. Et évidemment, le discours de celui qui perce l'avenir, celui qui saisit l'avenir, est un discours qui place celui qui le tient dans une position de pouvoir. Et tout ce que l'on dit aujourd'hui ou constate aujourd'hui sur le pouvoir de l'expertise et de l'expertise médicale relève aussi de cette dimension. Le fait que chacun se soit emparé de son épidémiologue préféré, entre celui qui, chacun mettra les noms propres, assez évident, celui qui annonce les morts tous les jours d'un air plutôt pessimiste, disons, et puis celui qui explique que ça ne changera rien à la mortalité générale de la population mondiale, ou très peu de choses, eh bien, ils sont, ces discours-là, investis, je ne me prononce pas sur leur vérité en soi d'ailleurs, je serais bien incapable de le faire, mais ils sont en tout cas investis par nos désirs, évidemment d'autant plus que c'est pour ça que bon, on peut toujours se moquer du fait que les gens ont une opinion maintenant sur la viralité du Covid-19, mais avant de critiquer un phénomène, il faut se poser la question de savoir s'il est évitable. Et je ne vois pas comment il serait évitable que confiné, c'est-à-dire pour le coup dépendant intégralement du discours médical, nous n'aurions pas un intérêt à le suivre. Je veux dire, on ne peut pas ne pas être indifférent à ceux qui décident du fait que nous avons le droit ou non de sortir de chez nous. Donc évidemment, ça ne justifie pas qu'on ait tout d'un coup des opinions absolument certaines sur, sur la viralité ou la létalité d'un virus dont nous ignorons tout, si nous ne sommes pas médecins, et même peut-être si on est médecin d'ailleurs, mais cela rend impossible l'indifférence, au fond, au discours relatif à la catastrophe. Tout simplement parce que ces discours ne sont pas que des discours, ils sont des descriptions de l'avenir, et un avenir dont nous sommes partie prenante, et en l'occurrence ici pour le pire, c'est-à-dire que nous sommes potentiellement les victimes. Il faut bien voir que la modalité fondamentale temporelle de l'annonce de la fin du monde, c'est l'imminence. C'est-à-dire que celui qui déclare que la catastrophe est à portée de main, si je puis dire, insiste beaucoup sur l'accélération, sur le risque, sur la menace qui pèse sur nous et sur le fait que le temps joue contre nous. En un sens, le progrès, la catastrophe s'est substituée un peu au progrès comme représentation majoritaire de l'avenir. Mais les deux catégories, progrès et catastrophe, sont des manières de nommer l'avenir et par conséquent d'en décider. Simplement, évidemment, la catastrophe transforme ce que le progrès mettait sous un signe positif en signe négatif, mais dans les deux cas, encore une fois, on prétend décider d'un avenir et de son imminence et du fait que, d'une certaine manière, quoi que nous fassions, nous sommes engagés en direction de cette fin. Il n'y a pas de discours sur la catastrophe ou la fin du monde qui soit dissociable de l'urgence, de la précipitation parfois, mais de l'urgence toujours, c'est-à-dire de l'idée de cette accélération du temps qui fait que véritablement tout est en train de se décider, en l'occurrence pour le pire. Et on peut le vérifier en faisant un détour, je dirais, déjà du côté non pas de l'origine, parce qu'elle est plutôt juive, mais des premières formes, je dirais, de la croyance apocalyptique chez les premiers chrétiens, si je puis dire, chez le premier d'entre eux, c'est-à-dire Jésus lui-même, puisque Jésus ne cesse d'annoncer la fin des temps, autant qu'on puisse le reconstituer d'ailleurs dans les évangiles. Il était lui-même intimement convaincu qu'elle aurait lieu, puisqu'il déclare à un moment que la fin des temps aura lieu au moment où il reviendra à Jérusalem, et puis il revient à Jérusalem, et la fin des temps n'a pas lieu à ce moment-là. Mais néanmoins, il ne cesse, et saint Paul le fera encore plus que lui, d'insister sur l'urgence, c'est-à-dire c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, bon, bah de quoi? Eh bien, finalement, de régler nos comptes avec Dieu, si je puis dire. Je lis là saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, qui est le texte le plus explicite de saint Paul sur la fin du monde. Saint Paul écrit, vous savez très bien, donc il s'adresse aux Thessaloniciens, vous savez très bien que le jour du Seigneur, c'est l'Apocalypse, mais vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle tranquillité, c'est alors que tout d'un coup la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. On voit bien dans ce discours que celui qui le porte, l'apôtre,
est dans une position de supériorité par rapport à ceux auxquels il s'adresse, puisque ceux auxquels il s'adresse subiront la fin du monde au moment où ils pensaient que tout allait bien. Le jugement de Dieu s'abattra chez eux comme un voleur dans la nuit, mais l'apôtre, lui, sait par avance. Il maîtrise le temps, il est le maître du temps, dans un sens, même si saint Paul n'est le maître du temps qu'en tant qu'il est le témoin de Dieu à ses yeux, mais néanmoins, il sait ce que les autres ne savent pas. Et par conséquent, il est dans une position de supériorité par rapport à eux, ce qui doit aussi nous rendre sensibles à ce qui reste de ce type de prophétie dans des discours apparemment non religieux, beaucoup plus d'expertise médicale en l'occurrence, mais ça vaudrait sans doute aussi dans le champ social ou économique, c'est-à-dire évidemment l'expert, c'est celui qui s'est substitué bien souvent au prophète et qui en tire un certain pouvoir. Alors, le phénomène aussi, la dernière remarque que je voulais faire sur la dimension religieuse, et que j'ai suggéré en disant que Jésus lui-même pensait que la fin du monde aurait lieu de son vivant, si je puis dire. Le phénomène qui caractérise d'ailleurs d'une certaine manière l'histoire religieuse de l'Occident et qui a joué un rôle fondamental, y compris jusqu'à nos jours, c'est ce que les théologiens appellent le retard de la parousie. La parousie, c'est un autre terme pour celui, disons, d'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation de la vérité de Dieu sur la base de la ruine du monde. Mais, évidemment, alors que les premiers chrétiens croyaient, encore une fois, dur comme fer, que cette fin du monde, après l'incarnation et la résurrection du Christ, aurait lieu de manière vraiment imminente, de leur vivant, si je puis dire, eh bien, depuis 2000 ans maintenant, nous sommes, pour ceux qui y croient, nous sommes face à un phénomène étrange, c'est que le monde dure plus longtemps que prévu. Le retard dans la parousie, ça désigne un monde qui se survit à lui-même, c'est-à-dire qui, d'une certaine manière, ne remplit pas ou ne vérifie pas la vérité de Dieu. Alors le retard dans la parousie, c'est un phénomène qui explique beaucoup de choses à l'histoire religieuse, c'est-à-dire aussi bien à notre histoire, et en particulier le fait que si on reprend saint Paul et si on lit les 2 épîtres aux Thessaloniciens, et qu'on compare, dans le premier, il annonce, j'en ai lu un passage tout à l'heure, l'imminence de la fin du monde, qui viendra comme un voleur dans la nuit, et évidemment, vous le savez bien par expérience, enfin, ça fait même l'objet d'un jeu, s'il te reste 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu fais? L'un des effets de l'annonce de l'imminence de la mort, ou l'imminence d'une mort généralisée, théorique, évidemment, c'est de donner lieu à toutes sortes de phénomènes anomiques, comme on dit, c'est-à-dire des orgies, le fait de ne plus respecter la loi, le fait de se livrer à toute forme d'alcoolisme, etc. Tant et si bien que saint Paul revient une deuxième fois pour expliquer dans l'épître Thessaloniciens number 2, si je puis dire. Bon, c'est quand même pas pour tout de suite. Et donc, en attendant, il faut gérer ce monde qui dure. Et c'est de là que naissent en grande partie le temps qui reste, il faut le gérer, c'est-à-dire il faut trouver des mesures, des formes, de lois qui permettent de le contenir en quelque sorte. Le temps qu'arrive cette fin du monde. Et c'est de là que sont issues une grande partie des mesures, je dirais, plutôt sur le statut du mariage en particulier, la sexualité, un peu plus coercitives, qui sont propres au christianisme, alors que le message initial du christianisme était plutôt de se libérer de la loi. Au profit de la foi, précisément parce qu'il était marqué par cette croyance eschatologique. Au fond, à quoi bon s'occuper de règles juridiques lorsque le monde est au bord de l'abîme? Mais comme il est au bord de l'abîme, mais que ce bord se perpétue, si je puis dire, eh bien là, vont avoir, au fond, ce que j'appellerais, et ça aussi c'est, il me semble, révélateur pour aujourd'hui, un mode de gestion d'avant la catastrophe, soit destiné à la retarder, soit simplement destiné à gérer le temps qui nous sépare d'elle. Et il y a donc toujours une dimension autoritaire dans la gestion de la catastrophe. D'ailleurs, historiquement, on l'a vu, des articles intéressants sont sortis à l'occasion de la pandémie actuelle sur l'histoire, par exemple, de la Grande Peste. Et Dieu sait que le Covid n'a visiblement quand même pas grand-chose à voir en termes et tant mieux, de dangerosité par rapport à la peste, mais du XIVe siècle, où en réalité, on se rend compte que même si les mesures qui ont été prises à ce moment-là n'avaient pas du tout le statut médical qu'elles avaient aujourd'hui, mais enfin on pratiquait déjà des formes de confinement, les premières victimes de ces mesures, destinées justement à gérer l'avant-catastrophe ou à la limiter ou à la rendre plus
plus indolores, si je puis dire, s'abattent. Les premières victimes sont ceux qui ont des vies un peu déviantes, qui sont précisément des êtres qui, du fait de la contagiosité de la maladie en particulier, doivent être absolument regroupés, les vagabonds, les filles de joie, etc., qui ont été je dirais, très impactés, comme on dirait aujourd'hui, par les mesures, je dirais, qui entourent la catastrophe et qui, d'une certaine manière, l'aggravent. Alors, je voudrais terminer en réfléchissant, évidemment, bon, vous avez certainement perçu déjà l'aspect un peu critique que j'aurais sur cet usage de la catastrophe, précisément, non pas au sens où il s'agirait d'être optimiste ou de nier l'importance de ce qui arrive, mais de mettre à l'épreuve les catégories avec lesquelles nous pensons ce qui arrive. Et en particulier, ce qu'il y a de plus faible, je pense, dans le modèle de la fin du monde et aussi par extension celui de la catastrophe, c'est qu'on ne réfléchit pas à ce que c'est qu'un monde et qu'au fond, cela mène très facilement à cette idée que, après tout, puisque la catastrophe est aux portes, tout ce qui peut l'éviter, tout ce qui peut du moins la retarder, doit être immédiatement adopté. Au fond, c'est une pensée, donc c'est une forme de réflexion et aussi par extension une forme de gouvernement qui est alternative, binaire, hein, c'est-à-dire ou la mort, ou les lois, les mesures, les types de pensée, les pratiques, les gestes barrières, etc., qui nous empêchent de la... qui nous permettront peut-être d'éviter la catastrophe. C'est que la logique de la survie est une logique par définition binaire, puisque a priori dans le raisonnement, qu'est-ce qui pourrait, sauf si on est un idéaliste de la liberté un peu délirant ou au moins abstrait, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait préférer quelque chose à la survie? C'est là évidemment la différence entre nos sociétés hyper sécularisées et les sociétés apocalyptiques initiales, si je puis dire, c'est que l'apocalypse n'est plus pour nous une révélation. L'apocalypse est peut-être devenu une angoisse, une possibilité réelle, inscrite dans le réchauffement climatique, dans l'arme nucléaire ou dans certaines pandémies mondiales, mais il n'est plus considéré comme le moment de la vérité. Donc par conséquent, le but, c'est de l'éviter. Mais l'éviter à tout prix, y compris, je dirais, au prix de ce qui, précisément, fait que nous habitons un monde. Et l'hypothèse sur laquelle je vais conclure, c'est que les peurs apocalyptiques contemporaines reposent beaucoup moins sur une logique, je dirais, de l'analyse des risques et des menaces, qui sont pourtant déjà bien suffisantes, que sur des expériences de perte en monde. Et là, il faut réfléchir à ce que veut dire monde. En un sens, on pourrait dire, face à ceux qui prévoient l'effondrement ou la collapsologie, enfin aux collapsologues qui prévoient l'effondrement, on pourrait leur répondre, je serais tenté moi de leur répondre, le monde ne va pas finir. Et peut-être, hélas, c'est-à-dire qu'il a une résilience, si on entend par monde, et c'est là qu'il faut quand même commencer à préciser un peu les choses, le forme d'organisation de la société, en l'occurrence ici technicisée d'un côté et marquée évidemment par le capitalisme débridé de l'autre, la résilience de ces deux formes, qui sont d'ailleurs liées, d'organisation de la société, ils ont survécu à 2 guerres mondiales, et à bien d'autres éléments. Aucune épidémie n'a jamais détruit l'humanité. Par conséquent, ça ne va pas finir. Mais ça ne va pas finir ne signifie pas que ça ne va pas mal finir. Je veux dire par là que ça peut continuer, il peut y avoir un monde qui se perpétue, qui soit non pas pire que sa fin, mais qui, d'une certaine manière, ne soit pas désirable. Alors, la perte en monde, ça suppose cette fois-ci de ne plus simplement concevoir le monde comme la vie, car on peut très bien être dans des situations où la vie existe encore, où il y a du vivant, je veux dire, humain ou non humain, mais où il n'y a pas de monde, c'est-à-dire cette fois-ci où les éléments de notre expérience ne sont pas ordonnés ou coordonnés de telle sorte qu'ils font sens pour nous. Le monde, il ne faut jamais l'oublier, c'est un concept qui est un concept pas seulement descriptif, hein, c'est pas la nature, hein, c'est pas la vie, c'est un concept normatif. Par exemple, quand on dit quelque chose est immonde, ou quand on dit c'est une formule aussi populaire, c'est pas un monde. Hein. On veut bien dire que c'est quelque chose quand même, ça existe, je suis encore là, je suis vivant en l'occurrence, et je peux même être en pleine forme, mais néanmoins ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'expérimente ne fait pas monde. Monde, ça vient de cosmos, cosmos ça voulait dire en grec à la fois monde
et ordre. Ordre, ici, pas au sens, je dirais, impératif du terme ou policier du terme, parce que là, de ce côté-là, nous sommes bien dans un monde, mais ordre au sens d'organisation de la perception, de la vie, de la liberté aussi, qui permettent aux sujets qui habitent un espace ou une société d'agir sur elle, qu'ils ne dépossèdent pas de son expérience. Et la perte au monde, ce sont ces expériences qui n'ont justement rien à voir avec la fin du monde, au sens où on l'entend, l'apocalypse. Ce sont des expériences subjectives, collectives, mais très intimes dans tous les cas de figure, où tout d'un coup, ce à quoi j'ai affaire n'est plus un monde, c'est-à-dire ne constitue plus un horizon dans lequel je trouve une place où je puisse agir, où je puisse exercer ma liberté. Un monde confiné, au fond, n'est pas un monde. Alors, je me référais ici aux analyses qu'avait produites Pierre Bourdieu, le sociologue, dans un livre qui s'appelle Les Méditations pascaliennes, et où Bourdieu se demande, non pas en philosophe, enfin, il est toujours à la frontière de la philosophie et de la sociologie, mais enfin, il se demande plutôt en sociologue, comment se fait-il que les croyances apocalyptiques, et surtout d'ailleurs les désirs apocalyptiques, le désir que ça s'arrête, le désir que tout s'effondre, sont des désirs qui se sont jusqu'à récemment dans l'histoire, là maintenant ça devient des éléments, je dirais, petits bourgeois aussi, il y a un désir pour la collapsologie qui est plutôt petit bourgeois, mais traditionnellement ce sont plutôt des désirs ou des fantasmes liés à des classes sociales défavorisées. Et il est allé en particulier enquêter, enfin lui ou son équipe d'enquêteurs sociologues plutôt à mon avis, dans les favelas brésiliennes, mise à rude épreuve d'ailleurs à l'occasion de cette pandémie, ça c'est certain, avec Bolsonaro, enfin. Il se pose la question de savoir comment se fait-il, je le cite, qu'il y ait autant chez les classes populaires, autant d'ambitions rêvées, d'espérances millénaristes parmi les plus démunis. Et il vise en particulier ce qu'il appelle les sous-prolétaires, hein, c'est-à-dire ceux qui ne sont même pas, je dirais, pris dans la classe ouvrière, qui n'ont pas un ethos, un monde ouvrier à disposition, ceux qui sont donc encore une fois les chômeurs à travaux, enfin, assujettis au travail au noir, qu'il appelle des hommes sans avenir, c'est-à-dire des êtres qui sont à ce point dénués de capital symbolique et de capital tout court, de reconnaissance sociale, que cela influe sur leur rapport au temps. Là aussi, ce sont des choses, sans évidemment, là encore, nous comparer le moins du monde à ce que vivent ces personnes, mais nous avons fait l'expérience, non pas dans la douleur sociale pour ce qui nous concerne, mais tout de même dans une sorte de suspens de ce que cela veut dire du jour au lendemain ne plus avoir d'emploi du temps, ou alors devoir le reconstituer à partir de briques et de brocs, c'est-à-dire de n'être attendu par personne, de ne pas avoir à se lever à telle heure plutôt qu'à une autre. Au fond, c'est des questions qu'on a beaucoup vues et je vais ne pas développer parce que c'est un genre qui ne me sied pas tellement, mais le journal de confinement où les gens expliquent, bon, ma foi, qu'il faut qu'ils se fassent violence pour se lever plutôt tôt, faire leur gym, etc. C'est-à-dire une nécessité qui, pour le coup, est parfaitement compréhensible, d'ordonner le temps de manière à ce qu'il fasse justement un monde. Mais ceux qui vivent dans les favelas explique Bourdieu, ne partagent pas, puisqu'ils ne sont attendus par personne, hein, ils ne partagent pas cette confiance minimale dans la cohésion temporelle des choses. C'est-à-dire que pour eux, d'une certaine manière, ils ont perdu le monde, si monde social veut dire organisation de son existence et de la société elle-même autour d'un certain nombre pas seulement d'impératifs, hein, sociaux, c'est pas simplement le fait de ne pas aller travailler, parce que le travail n'est pas forcément une émancipation, mais d'impératifs, je dirais, y compris choisis, sur le fait d'être attendu par quelqu'un ou par une institution. Et donc, au fond, le caractère angoissant de l'avenir est pour eux, pour ceux qui sont les plus pauvres des pauvres, et d'une certaine manière, le régime normal de l'existence. Et au fond, la thèse de Bourdieu, c'est de dire, au fond, si les croyances millénaristes, et il avait, et ça, le texte, les méditations pascaliennes, ça date de 1997, il n'avait pas prévu le vote massif pour Bolsonaro, qui est un millénariste évangéliste, les votes massifs et contre leurs intérêts sociaux les plus évidents pour Bolsonaro, une grande partie de la population des favelas. Mais simplement parce que quand notre vie n'est plus qu'un chaos, et chaos c'est l'antonyme, c'est le contraire de cosmos, hein, en grec, chaos s'oppose à cosmos, quand la vie est chaotique, une vie sans emploi, hein, quand je dis sans emploi, je répète, c'est pas seulement sans travail, ça veut dire qui n'a pas la possibilité de s'employer dans une expérience, alors
la fin du monde devient tout autre chose qu'un fantasme ou une prévision scientifique. Elle devient l'expérience de tous les jours. Et que par conséquent, que cela s'arrête ou que cela s'effondre, au niveau global, ne serait ou n'apparaît que comme la logique, je dirais, de ce que vivent déjà ceux qui n'ont pas de lendemain, ou dont le lendemain ressemble tellement à la veille, dans son caractère justement insensé en quelque sorte, que finalement le désir de radicalité, y compris le désir d'apocalypse, se retrouve dans des classes sociales déclassés, si je puis dire, c'est-à-dire qui précisément ne peuvent plus, il faut prendre les choses là littéralement, classer le réel en fonction d'un certain nombre de leurs désirs. Lorsque le monde devient en quelque sorte un lieu, quand l'expérience devient un lieu chaotique intégral, il n'y a plus de monde, c'est la perte en monde, et de ce point de vue-là sont ouverts tous les désirs de que cela finisse, car au fond que cela finisse pour tous devient en quelque sorte la réalisation de ce que ça c'est déjà fini pour moi. Et par conséquent, même les désirs de confinement qu'on a eus, je manie le parallèle avec extrêmement de prudence, je ne compare pas même les classes moyennes françaises aux gens des favelas, mais au fond, le désir que finalement la vie bloquée chez soi, l'assignation à résidence, rappelons-nous, de ceux qui ont essayé il y a maintenant plus d'1 an d'aller, quand on est pensé du mouvement lui-même, sortir de chez eux pour aller sur des ronds-points, c'était déjà une volonté de sortir. Les vies confinées, ça existait avant, et le confinement, ça consiste aussi à regarder Cyril Hanouna tous les jours et à ne pas avoir d'autre chose à faire. Alors de ce point de vue-là, le désir de confinement généralisé peut aussi se retrouver justifié. Moi, je ne critiquerai pas ce désir, je critiquerai ce désir, mais je comprends je crois comprendre d'où il vient, donc je ne l'accuserai évidemment pas. D'ailleurs, qui serais-je pour accuser, c'est pas la question, mais du fait qu'après tout, que même les grands bourgeois soient confinés chez eux, cela peut sembler être tout à fait une forme de justice pour ceux qui étaient confinés déjà avant le coronavirus. Bourdieu ajoute d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si dans les favelas, et au Brésil en général, le football, et puis les jeux collectifs en général, et aussi les jeux de hasard, sont extrêmement répandus. Parce que qu'est-ce que c'est non seulement répandus, mais sont investis d'une passion, je dirais, qui dépasse de loin le fait d'être amateur de football. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un match de football? Pas seulement de football, mais en l'occurrence de football. Eh bien, c'est un espace de temps où il y a un début, un milieu, une mi-temps, une fin, où il y a des règles, un arbitre, un gagnant, un perdant. Autrement dit, on peut dire c'est un monde. C'est-à-dire, c'est peut-être pas chacun aime ou n'aime pas le football, mais c'est un monde au sens où monde veut dire un espace temporel avec une orientation, une finalité, une norme, et une norme ici qui n'est pas la norme policière, c'est la norme de la règle du jeu, c'est-à-dire tout de même des moyens d'extraire de sa vie chaotique des espaces temporels dans lesquels il y ait quelque chose qui ressemble néanmoins à une organisation de l'existence autour d'un but, c'est le cas de le dire, autour d'une exigence ou d'une espérance. C'est-à-dire une manière de mettre en œuvre, et le football ou tout autre sport collectif est un bon exemple, il n'y a pas de monde tout seul, on ne peut pas faire un monde tout seul. C'est une organisation de la collectivité dans laquelle justement on est attendu, le défenseur est attendu pour défendre, le buteur pour marquer un but. Autrement dit, une forme de solidarité s'exprime aussi, une forme d'adversité évidemment, il y a deux équipes, donc la vie est aussi faite et le monde est aussi fait de concurrence ou parfois d'adversaires, d'adversité en tout cas, mais où tout est organisé, ou en tout cas les choses sont organisées de telle sorte que chacun puisse y tenir un rôle. Or, qu'est-ce qui fait qu'on perd le monde, qu'on a perdu le rapport au monde, y compris dans des dimensions, là j'ai cité les aspects sociaux, mais y compris dans des dimensions fondamentalement psychologiques, ou psychiatriques même d'ailleurs, en tout cas psychotiques. La perte en monde se caractérise, on pourrait le montrer, certains auteurs y ont insisté, qui ont fait une phénoménologie de la folie, ou de certaines formes de schizophrénie en particulier, comme un rapport au réel complètement déstructuré, à la temporalité complètement déstructurée, c'est-à-dire dans lequel il n'est plus possible de s'inscrire positivement, comme dans un horizon ouvert. Parce qu'un monde, et je vais m'arrêter là, c'est quoi? Je dirais avoir un monde
c'est constituer une unité toujours fragile et toujours effectivement sujette à vulnérabilité, une unité fragile entre l'action et le sens. C'est-à-dire ne pas être pris dans des dispositifs, des appareillages techniques, des contraintes sociales, des exigences ou des souffrances psychiques, pardon, qui font que ce que je fais, mes conduites, sont complètement désarticulées de toute signification que je puisse m'approprier. De ce point de vue-là, la perte en monde est caractéristique, au-delà des aspects sociaux que j'ai cités, elle est caractéristique de sociétés hyper technologisées dans lesquelles finalement le monde se révèle de plus en plus, enfin plutôt le réel d'ailleurs, se révèle de plus en plus comme indépendant de moi. Ce sont les machines qui en quelque sorte décident pour moi-même. De ce point de vue-là, il n'est pas hasardeux, ça serait une autre explication, celle sur laquelle je conclus. Ce n'est pas simplement parce qu'il y a le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement parce qu'il y a une pandémie actuellement, ce n'est pas simplement parce qu'on a inventé l'arme nucléaire que les représentations ou les peurs de la fin du monde se sont généralisées, c'est parce que les expériences de perte en monde dont Bourdieu a montré qu'elles, d'une certaine manière, elles rendaient plus intenses les désirs ou les craintes d'apocalypse, ces expériences de perte en monde se sont généralisées, y compris dans des classes sociales qui ne sont pas évidemment aussi durement exposées que ne le sont les habitants des favelas. Je dirais, il n'y a plus de monde déjà quand j'ai l'impression que ça fonctionne très bien sans moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace dans lequel je puisse m'inscrire et apporter, en quelque sorte, en tant qu'individu ou que collectivité, apporter une signification qui ne soit pas déjà dans le dispositif technique. Et chacun, je dirais, peut en faire l'expérience. Alors, j'avais dit que je parlerais d'un film pour conclure. Il y a beaucoup de films apocalyptiques et je suis loin de les avoir tous vus. D'ailleurs, en général, ils ne m'intéressent pas tellement. Ils ne m'intéressent pas tellement quand ils sont fondés sur l'idée du héros salvateur, bon, généralement américain, qui va, par la seule force de son ingéniosité et de sa force physique, sauver l'humanité. Il y en a un, au moins un, qui ne joue pas cette partition-là. C'est Mélancolia de Lars von Trier, qui met en scène la collision entre une comète et la Terre. Comète qui s'appelle significativement Mélancolia, hein, et la mélancolie, c'est la passion de la perte, hein, c'est la perte qui s'inscrit tellement dans le cœur de l'individu qu'elle devient indépassable. Et alors, chacun pourra regarder le film pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais il illustre deux aspects fondamentaux de ce que j'ai essayé de suggérer. Il illustre beaucoup mieux que ma parole ne pourrait le faire, donc il faut regarder le film. D'abord, que quand on regarde le film, on se rend compte que l'absence de monde, ou disons l'immonde, et la fin du monde, a lieu avant la collision. En particulier dans la scène de mariage absolument terrifiant qui a lieu, c'est organisé autour d'un mariage avec une mère jouée par Charlotte Rampling, dans mon souvenir, absolument odieuse, même d'une cruauté invraisemblable à l'égard de sa fille, de ses filles d'ailleurs. Autrement dit, la première partie du film filme vraiment l'immonde, on va dire. C'est-à-dire ce qui fait que justement l'impossibilité à vivre et à agir, la moindre solidarité, et là c'est en plus au lieu d'un mariage, donc la famille, etc. Tout cela part véritablement en déliquescence, mais il n'est pas question de cette comète qui erre quelque part où il est de manière indirecte, qui menacerait de détruire la Terre. L'une des héroïnes, la fille donc de cette mère extrêmement cruelle, est une fille psychotique justement, celle qui doit se marier, elle ne se mariera pas. Finalement, je suis obligé de spoiler, hein, comme pour tous les films. Enfin, pardon, je suis obligé de donner la fin, comme pour tous les films apocalyptiques, hein, je m'en excuse. Mais la fin est connue pour le coup. Enfin, elle est inconnue, mais on sait la nommer. Il reste que nous en sommes au départ dans une sorte de drame bergmanien, sur les terreurs de la famille. Mais avec, je répète, en écho, cette planète, donc cette comète, dont les gens commencent à parler, dont on dit que peut-être elle viendra frapper, ça ne sera pas de chance, grandeur de l'univers, mais elle viendrait frapper la Terre. Et puis cette jeune fille psychotique a une sœur, qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, qui elle, a un mari et un enfant, qui est plutôt du côté de la vie, qui est plutôt du côté, je dirais,
capacité quand même malgré tout à faire monde, et qui rassure son enfant au fur et à mesure où le risque, je dirais, de la collision apparaît comme plus grand, rassure son enfant comme elle peut. D'abord, elle est rassurée par son mari qui est scientifique et qui croit démontrer par A plus B qu'il n'y aura pas de collision. C'est la figure de l'expert, si vous voulez, celui qui, pour le coup, nie la catastrophe, mais en fonction de critères et de certitudes qui s'avèrent fausses, et qui d'ailleurs, bon, là aussi, je m'excuse, je raconte l'histoire, mais c'est pas seulement l'histoire qui compte, c'est la manière dont elle est filmée, qui, au moment où il se rend compte qu'en réalité, eh bien, il y aura bien collision, se suicide. Donc abandonne, en quelque sorte, la position de celui qui peut rassurer. Et donc, ne reste plus, à la fin, que les deux sœurs, celle qui est inscrite dans le monde et celle qui sait ce que c'est déjà la fin du monde, et l'enfant. Et la dernière scène, l'avant-dernière scène, puisque la dernière, c'est ce jet de lumière que personne ne voit et ne verra, c'est-à-dire celui qui suit la collision ou qui l'accompagne. Mais l'avant-dernière scène, je ne vais pas la dire, tiens, ça donnera un élément. Je dirais simplement ce qui est à mon avis son principe, c'est que dans ce moment qui précède l'imminence de la fin du monde, là pour le coup, la fin de la Terre réelle, celle qui prend les choses en main, c'est celle qui, dans un monde qui perdurait, ne pouvait absolument pas prendre la main, c'est-à-dire c'est la sœur folle. C'est-à-dire qu'elle, précisément, parce qu'elle a fait l'expérience toute sa vie, enfin, pas si toute sa vie, mais en tout cas depuis longtemps, de ce que c'est que la perte en monde, l'incapacité psychique à se faire comprendre et à s'inscrire dans le réel, eh bien, qui a déjà tout perdu, en quelque sorte, elle sait comment agir en temps de catastrophe. Et donc, elle va faire ce que sa sœur, elle, qui a tout à perdre, puisque pour le coup, elle avait un monde et en plus elle a un enfant, qui va donc tout perdre, ne peut pas, parce que là, pour le coup, elle s'effondre. Bon, en plus, il faut ajouter que son mari, qui incarne le scientifique rationnel, a quitté la scène, a abandonné, a jeté le gant. Bon, donc elle ne sait pas quoi faire, et c'est tout à fait révélateur, la borderline, comme on dirait, celle qui vit toujours à la limite, celle qui a anticipé la fin du monde, celle qui sait ce que c'est que la perte en monde, qui va trouver dans l'ultime moment le moyen de refaire monde, évidemment dans les conditions d'une catastrophe absolument réelle, et en particulier donc d'organiser autour de l'enfant la possibilité qu'il y ait néanmoins, que demeure néanmoins un sens ou une signification. Donc ceux qui voudront voir le film découvriront ce que sont les conditions forcément extrêmement précaires, faire monde au moment où tout s'effondre, il n'y a pas grand-chose à faire, mais néanmoins, elle trouve le moyen, elle prend l'initiative, précisément parce qu'elle en a déjà l'expérience. Tout ça pour dire et pour conclure que finalement, la catastrophe, et j'emprunte cette formule à Walter Benjamin, le philosophe, la catastrophe, écrit-il, c'est que rien ne se passe. La catastrophe, c'est que rien n'arrive. Ce n'est pas un événement, la catastrophe, c'est l'abolition de tout événement, c'est-à-dire l'abolition qu'il puisse advenir quelque chose d'autre que la répétition du même ou l'enchaînement technique des événements. Donc de ce point de vue-là, évidemment, quelle que soit la gravité d'une pandémie, quelle que soit la terreur qu'elle peut inspirer, et dans certaines mesures évidemment légitimement, quelle que soit la douleur qu'elle révèle, eh bien, le fait qu'elle bloque ou qu'elle puisse empêcher que quoi que ce soit advienne, et là je pense très concrètement au fait qu'on est jugé utile pendant un temps d'empêcher aux proches des mourants d'aller les rencontrer pour des prétextes sanitaires. Bon, il y a là au moins deux catastrophes, la mort de celui qui meurt et puis le fait qu'il soit dépossédé de sa mort. Et ses proches avec lui. Et que c'est dans ce jeu extrêmement ténu entre la logique de la survie et la logique du monde que nous sommes pris et que probablement nous serons pris pour longtemps désormais. Et la possibilité d'affirmer un monde, même dans le lieu de la désolation et du risque, devrait demeurer une possibilité ouverte. Voilà, je vous remercie.